Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au mercato de l'Olympique Lyonnais. Alors cette fois, ça va être pour faire le bilan de ce mercato donc de l'été 2023. Un mercato qui, rappelons-le, a commencé au début du mois de juin, donc qui s'est terminé le 1er septembre. On avait effectivement beaucoup d'espoir sur ce mercato parce qu'on se disait l'équipe qui a terminé la saison passée, si on y ajoute en fait ce qui lui manque, c'est-à-dire un petit peu de densité athlétique, un petit peu d'expérience et qu'on continue de faire progresser nos jeunes joueurs, il y a franchement moyen de faire quelque chose cette saison. Évidemment, le point de bascule a été la décision de la DNCG où, pour le coup, la nouvelle équipe a totalement foiré les choses puisque au final, elle a fait 111 millions de ventes. Je rappelle que Jean-Michel Aulas avait prévu 112 millions, donc vous voyez que finalement la direction a fait ce qu'Aulas aurait fait. À la grande différence près, c'est que l'encadrement de la masse salariale et du montant des transferts fait qu'on n'a pas pu faire ce qu'on voulait dans ce mercato, notamment en termes qualitatifs. Alors oui, il y a des points positifs, je vais essayer de tout balayer, mais je trouve que globalement le compte n'y est pas trop. Surtout que parmi les recrues, il y a beaucoup de jeunes joueurs dont on ne sait absolument pas ce qu'ils sont capables de faire et des joueurs un peu incertains comme notre fameux numéro 6 Akuoku, alors qui sera peut-être une bonne surprise, mais bon. Je vais vous montrer des graphiques statistiques sur ces joueurs pour essayer de mieux les appréhender. On essaiera de se demander en toute fin de vidéo, est-ce que notre effectif est vraiment amélioré par rapport à la saison passée? C'était le but du mercato annoncé par John Textor. Il a promis qu'à la fin du mercato, on aurait une meilleure équipe que celle qui a terminé la saison. Est-ce que c'est vraiment le cas? D'ailleurs, je vous interrogerai dans la section communauté. Et on va commencer déjà par évaluer ce mercato au regard des sorties, parce que le mercato, c'est des recrutements, mais c'est aussi des sorties. Et vous allez voir que de ce côté-là, en tout cas sur les sorties des indésirables, franchement, le travail, il a été très très bien fait. Alors évidemment, le terme indésirable est très indélicat pour le coup, mais bon, c'est pas contre les joueurs, c'est simplement qu'à un moment donné, la situation du joueur, sa motivation, son plan de carrière n'est plus en phase avec celui de son club, donc c'est ça qu'on peut appeler les indésirables. Alors déjà, on avait tous les joueurs en fin de contrat, donc là, on va dire le club est tenu par ce contrat, donc on peut pas vraiment mettre ça au crédit du club. Donc Jérôme Boateng est parti, donc ça libère quand même un très très gros salaire. Alors il a d'ailleurs toujours pas retrouvé de club, donc vraiment pour lui l'Olympique Lyonnais, ça aurait été un mouroir. Donc Mathieu Patouillet, ça a été l'info d'hier, va finalement être prêté, donc on veut faire la place à Bengui. Florent Sanchez donc est parti en prêt à Molenbeek, Bonnevie est parti libre, idem pour Soumaré, Paul Herzbeck, Youssouf Koné. Là aussi un petit tour de passe-passe parce qu'il y en a eu beaucoup. Cet été des tours de passe-passe. En fait, on lui a résilié son contrat à l'Olympique Lyonnais, ce qui permettait de libérer de la masse salariale, et il a été engagé à Molenbeek où simplement on lui a donné le salaire qu'il avait à l'Olympique Lyonnais puisqu'il a signé, je crois, une seule saison. Donc là aussi, tour de passe-passe. Bon, Oussem Aouar et Dembélé, c'était des fins de contrat. Camilo, lui, finalement, n'aura jamais eu sa chance à l'OL, il est parti pour 800 000. Amin Sarr, alors beaucoup ont communiqué sur les fameux 15 millions, mais attention, Amin Sarr, il est prêté avec une option d'achat, le prêt, il est seulement de 1 million, et il y a 14 millions de bonus. Le bonus, essentiellement, c'est la qualification de Wolfsburg en Ligue des Champions, ce qui n'est pas impossible, et ce qui est loin d'être garanti. Déjà, dans le championnat allemand, vous avez le Bayern Munich, le RB Leipzig et Dortmund, même si Dortmund me semble quand même assez faible cette saison. Donc pour activer la clause, ça va pas être facile. Après, moi, je ne fais pas partie de ceux qui condamnent Amin Sarr. Je sais qu'il y a peut-être 90% des supporters lyonnais qui pensent que le gars est une fraude. Moi, je n'en suis pas du tout convaincu. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'à l'entraînement, déjà, c'était sans doute celui qui était le plus appliqué. C'était celui qui avait le meilleur jeu de tête.
Et finalement, la Bundesliga, qui est un championnat extrêmement ouvert, où même un Anthony Modeste fait des stats, eh bien, je me dis qu'Amin Sarr peut faire une bonne saison. Peut-être que je me mets le doigt dans l'œil, mais s'il ne réussit pas en Bundesliga, c'est qu'effectivement, le gars n'a pas le niveau. Habib Keita parti à Clermont pour 1 million. Toko Ekambi parti finalement en Saudi Pro League. Ça a été vraiment un des feuilletons de l'été. Abdoulaye Ndiaye bradé. Selon moi, bradé 3,5 millions. Je suis très très déçu de ce départ. Parce que vraiment, je pense que ce joueur aurait carrément même pu obtenir beaucoup de minutes en titulaire. Car j'ai trouvé vraiment très très bon. Thiago Mendes, ça a été là aussi un miracle de le refourguer donc au Qatar. Non seulement on récupère 4 millions, mais en plus on se débarrasse d'un très très gros salaire. Oscar Valence a activé la clause, donc là on ne pouvait rien faire. Romain Fèvre 15 millions, c'est à peu près le prix qu'il a été acheté, donc là rien à dire. Lukeba 30 millions plus 4 millions de bonus. Et Barcola donc 45 millions plus 5 millions de bonus. Certains considèrent que ce sont des bonnes ventes, je ne suis pas d'accord. On va dire 50 millions pour Barcola qui n'a fait que 6 mois, oui, mais quels 6 mois? Je crois que les gens ont tendance à oublier quand même que c'est un gars qui en 15 matchs titulaires a fait 9 passes décisives, plus 5 buts, donc bon, me dire que il vaut moins qu'un Doku qui est parti pour 65 millions, j'ai du mal à l'encaisser. Et surtout, moi, je n'ai jamais été contre le départ des joueurs, surtout s'ils veulent partir, mais il faut le faire au bon moment, c'est-à-dire l'annoncer avant la DNCG et vous n'avez pas d'encadrement. Et surtout, si vous n'avez pas d'encadrement, vous pouvez les remplacer par des joueurs d'égale valeur. Or là, on a Lukeba qui est parti finalement remplacé par celui qui devait être un plus, c'est-à-dire Khaled Tchar. Donc pour moi, il n'y a pas du tout un progrès de ce côté-là, il y a même plutôt un recul. Et Barcola est parti. Non remplacé, ou alors si on veut dire remplacé par Nuama, mais je rappelle que Nuama ne nous appartient pas. Et donc, si Nuama explose, c'est Molenbeek qui pourra le revendre et faire une plus-value. Nous, eh bien, on ne récupérera rien du tout. Bon, globalement, comme je l'ai dit, sur les indésirables, très bien. Alors, il en reste encore au moins un, Jeffrey Adelaide, mais la situation n'est peut-être pas perdue, puisque il reste des marchés où le mercato est toujours ouvert, donc nous on ne peut plus recruter, mais ces marchés-là peuvent recruter, et notamment les pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, et peut-être qu'on arrivera à refourguer Jeffrey Adelaide dans ces pays-là. Vu son état physique, je pense que sa technique seule peut suffire à ce qu'il soit productif dans une de ses équipes. Donc je dirais vraiment mention très bien, oui, vraiment mention très bien sur les départs. Les départs des indésirables, hein, sur les pépites entre guillemets, je suis beaucoup plus mesuré. Pareil, Romain Fèvre, bon, je suis un peu déçu. Alors lui, bon, voulait partir, donc il n'y avait pas trop le choix, mais je pense qu'en relais de Ryan Cherki c'était pas mal, mais visiblement on veut faire la place à Mohamed El Arouche. Ce qui ne me choque pas, mais moi, bon, vous savez, je suis très focalisé sur la taille, hein, mon passé de basketteur sans doute. Mais Mohamed El Arouche, à 1m66, moi j'ai un petit peu de mal à penser qu'il puisse s'imposer dans notre milieu de terrain. Alors passons maintenant aux arrivées. Alors évidemment, pour contourner, il n'y a pas d'autre mot, les règlements de la DNCG, l'Olympique lyonnais a dû avoir un recours massif au prêt. Alors là, il y en a plein. Alors certains, bon, on va dire qu'ils se comprennent, hein, par exemple Diego Moreira, bon... L'ailier en provenance de Chelsea, alors on a beau me dire, oui, mais ça a été un des meilleurs joueurs de Youth League, mais bon, reprenez l'historique des meilleurs joueurs de Youth League, vous verrez qu'il n'y en a pas tant que ça qui perce. Hein. Être bon chez des jeunes, ça ne garantit pas du tout d'être bon chez les seniors. Prêt de Mama Baldé avec une option d'achat, donc là, bon, vous le savez, en France, les options d'achat obligatoires n'existent pas, donc c'est plutôt quelque chose de verbal. Ou alors avec des conditions. Alors je ne sais pas les conditions éventuelles du prêt avec de l'option d'achat de Mama Baldé. Khaled Tchar, bon, tout le monde le sait, il arrive de Southampton en prêt, un prêt payant qui en fait est le montant de son salaire. Enfin bon, bref, là aussi du bidouillage à donf. Et bien entendu, bah ça c'est quand même le gros
le gros point particulier, Ernest Nuama, donc acheté 30 millions par Molenbeek, dont je rappelle le budget est de 15 millions. C'est comme si nous on achetait un joueur 500 millions, je sais pas si vous voyez le truc. Alors ça fait beaucoup parler en Belgique, au Danemark d'où vient le joueur. Mais donc John Textor a sorti hier une publication en disant que ce transfert avait été fait sous la supervision de la DNCG et de la FIFA. Donc bon, normalement il n'y a rien à craindre, mais sachez qu'il existe on va dire une procédure, enfin un procédé plus exactement qui s'appelle le transfert relais et qui est formellement interdit. Alors le transfert relais c'est quoi? C'est transférer un joueur dans un club puis dans un autre pour obtenir des avantages. En général c'était sur des indemnités de formation et donc ça c'est formellement interdit. Alors là il ne s'agit pas d'un transfert puis un transfert, c'est un transfert puis un prêt, mais les montants évidemment interrogent fortement. Bon, si la FIFA, la DNCG ont dit ok, on va croire Monsieur Textor, a-t-on raison? Ça, c'est une autre chose. Alors, prenons-les un par un, tous ces joueurs qui sont arrivés. Alors, Clinton Mata, évidemment, là, pour moi, une des recrues les plus intéressantes parce que les plus référencées. Clairement, ce joueur améliore notre poste de latéral droit. Et en plus, on a vu qu'il pouvait largement dépanner en défense centrale. Je vais me faire encore taper dessus, mais ça n'est pas grave. Je rappelle que c'est une piste Bruno Chéreau qui avait été validée par Laurent Blanc au début du mois de juin. Shkelly Alvero, alors lui, bon, arrivant de Sochaux, lui aussi pisté à l'époque Chéreau. Bon, joueur de 2m2, c'est ce qui le caractérise le plus. Moi, pour le moment, j'ai pas vu grand-chose de Shkelly Alvero. Oui, une présence dans le jeu de tête sur les corners offensifs et défensifs, donc ça c'est quand même positif. S'il peut nous mettre quelques buts cette saison, on va certainement pas se plaindre. Bon, il va falloir un petit peu voir sur le long terme ce qu'il est capable de faire. Paul Akuoku, alors là, c'est un transfert définitif pour 3 millions, donc c'est pas un gros investissement non plus. Je dirais que c'est un peu ça quand même ce qui est intéressant avec ce mercato, malgré les réticences qu'on peut avoir sur le niveau des joueurs, c'est que dans tous ces joueurs-là, vous n'avez ni gros salaire, ni gros transfert. C'est-à-dire que d'une certaine manière, si Nuama est un bid, on s'en fout, puisque finalement, c'est pas nous qui l'avons payé. Alors, s'il est très bon et qu'il est revendu, c'est Molenbeek qui aura la plus-value. Mais si c'est un bid, finalement, nous, ça nous coûte rien. Si Alvero, Akuoku sont des bids, bah là aussi, bon, vraiment, ça nous a pas coûté grand-chose. Donc, on va dire que avec l'enveloppe qui était allouée, 23 millions, que je rappelle, j'ai annoncé en exclusivité française, même si certains dans les commentaires s'étaient moqués de moi à l'époque, mais les 23 millions, je vous les ai donnés en exclusivité. Enfin bon, bref, j'arrête de me passer ma propre pommade. Donc voilà, les arrivées ne coûtent pas cher, donc ce n'est pas tellement un souci. Après, on peut penser que la saison prochaine... si John Textor décide de garder Nuama, il fasse un transfert entre Molenbeek et l'Olympique Lyonnais, sans doute à la valeur de 30 millions, puisqu'on ne peut pas imaginer que Molenbeek puisse prendre l'intégralité de ces 30 millions. Tout ça, c'est parti d'Eagle. Enfin bon, bref. Donc, bon, on va voir un petit peu ce qui va se passer, mais croyez-moi, si quelqu'un vient poser 60 millions, si Nuama fait une bonne saison, il partira direct. Alors, pour Akuoku, donc qui est le fameux numéro 6, alors évidemment, on attendait Guido Rodriguez, on attendrait El Mousrati, on attendait Krunic. On se retrouve avec Akuoku. Alors, le problème de Akuoku, c'est que à 25 ans, il a très très peu joué avec le Betis. Déjà parce qu'il était barré par Carvalho et Guido Rodriguez, donc dans le 11. Mais peut-être aussi avec un problème de niveau. Alors, on va se pencher un petit peu sur le profil de ce joueur, puisque Datafoot, qui est un site sur Twitter qui permet d'avoir des statistiques sur le joueur. Alors évidemment, il y a peu de statistiques vu qu'il a fait peu de matchs, mais vous allez voir que même si ses qualités de relance ne sont pas extraordinaires, c'est le moins qu'on puisse dire, au moins sur le plan défensif, a priori, il va faire le taf.
Voilà, alors déjà il y a eu un gros imbroglio sur la taille du joueur, puisque SofaScore nous avait donné une taille d'1m90, mais je vous le confirme ici, la taille de Akuoku c'est bien 1m81, j'ai été vérifié sur le site du Betis Séville, et donc bon, voilà, entre 1m81 et 1m91 il y a quand même une différence. Bon, après on va dire, voilà, 1m81 il sera peut-être plus mobile, plus rapide, on a déjà de la taille avec Alvero. Alors vous le voyez, DataFoot nous a fait des graphiques sur la qualité du joueur. Bon, on nous dit données basées sur les évaluations des scouts de Football Manager et de la data. Alors, en attaque, à la finition, c'est très moyen. Frappe de loin, c'est pas terrible. Par contre, jeu de tête, plutôt pas mal. En défense, science de la défense, très bien. Volume de jeu aussi, agressivité sur le porteur, très bien aussi. Technique en contrôle de balle, c'est moyen. En créativité, c'est moyen. En dribble, c'est pas très bon. En construction, on est moyen partout, que ce soit à la passe, à la vision et à la prise de décision. Alors, on peut imaginer qu'il va être associé dans un 4-2-3-1, je pense. Laurent Blanc a dit qu'il voulait jouer avec 4 attaquants, donc on peut imaginer que ce soit un 4-2-3-1. On peut imaginer qu'il soit associé à Corentin Tolisso ou à Maxence Cacré, donc ce sont des joueurs qui ont des pieds, alors plus Tolisso que Cacré. Donc si lui fait tout le sale boulot de récupération, après on peut imaginer aussi que on joue dans un 4-3-3 avec lui en sentinelle et puis 2 numéro 8. Bon, alors le problème c'est que ça enlève Cherki du milieu de terrain, à moins que Cherki puisse se révéler en 8. Bon, j'ai du mal à le croire, mais peut-être. On verra bien ça au long de la saison. Bon, en tout cas, je dirais que ce joueur, malgré ses limites, malgré le peu d'expérience qu'il a, le peu de matchs qu'il a joué, il vient incontestablement améliorer le potentiel défensif et de récupération de l'équipe, et ça, croyez-moi, on en a vraiment besoin. Le fait, en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que une équipe de football, mais comme dans tous les sports, c'est une question d'équilibre. Laurent Blanc, il a joué longtemps en 4-3-3 parce qu'il voulait 3 milieux à la récupération. Tout simplement parce que non seulement il n'avait pas confiance dans le pressing de ses attaquants, mais surtout il n'avait pas confiance dans sa défense. Or là, vous avez une défense où on va avoir Anthony Lopez dans les buts, Khaled Tachar et Lovren en défense centrale, à droite Mata, à gauche Tagliafico, donc déjà, on va dire c'est une défense qui est beaucoup plus sécurisante. Donc là, je pense que Laurent Blanc, il va se dire, bon déjà ma défense, elle tient la route. Si je mets 2 milieux devant, dont Akuoku et donc Cacré ou Tolisso, bah déjà je suis quand même davantage protégé que avec mes joueurs que j'avais avant. Que ce soit les défenseurs ou les milieux. Donc là, je pense qu'il sera moins frileux sur le fait de mettre 4 joueurs offensifs. D'autant qu'on a des joueurs offensifs, on va voir, qui sont très explosifs, très rapides. Donc eux-mêmes, s'ils le aident sur le plan du pressing, de la récupération, je pense que Laurent Blanc, il ne sera pas du tout frileux pour mettre 4 joueurs offensifs. Et donc on peut se retrouver quand même avec quelque chose qui est plutôt sympa à regarder. Voilà, passons maintenant à Diego Moreira. Alors on n'a pas beaucoup de stats pour Akuoku, mais alors Moreira c'est encore pire puisque lui, il a quasiment aucun match pro, il a joué en Youth League avec les U21 de Chelsea. Alors c'est quand même un joueur qui est, on va dire, plutôt prometteur. Alors certains décrivent des problèmes de comportement pour ce joueur, mais je n'ai pas réussi à ce stade à savoir quels étaient ces problèmes. Donc si vous savez quelque chose sur le sujet, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, en sourçant ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'affirment des choses dans les commentaires qui sont des grosses saucisses, et à chaque fois que je leur demande des sources, j'ai jamais de réponse. Donc si vous dites quelque chose, s'il vous plaît, donnez-moi un lien vers la source. Donc Diego Moreira, donc on nous dit données basées sur des évaluations des scouts, de Football Manager et de la data. Donc en attaque, on voit que à la finition, c'est pas génial. Frappe de loin, c'est pas génial. Jeu de tête, 1m79, il faut pas s'attendre à grand chose. En défense, science défensive, là aussi, alors je sais pas ce que c'est, les fautes et tout ça, les cartons, j'en sais rien. C'est pas hyper bien précisé. Volume de jeu, c'est correct. Agressivité sur le porteur, c'est correct.
Alors là, par contre, sur le plan technique, on est sur un joueur qui effectivement est très doué. Contrôle de balle, créativité, dribble, vous voyez, c'est très bien. Construction, on est moyen dans la qualité de passe, vision de jeu et prise de décision. Bon, moi je pense pas que c'est un joueur qui aura vocation à être titulaire. D'une certaine manière, je pense que Mama Baldé aura davantage de qualité pour être titulaire, même en ailier. Voilà, donc passons justement à Mama Baldé, donc qui nous arrive de 3 en Ligue 2, qui à la base est plutôt avant-centre, mais qui, de par sa vitesse, son explosivité, est très très bon également, enfin très très bon, est très utile plus exactement dans les ailes. Alors, les stats, évidemment, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'il faut les replacer dans le contexte. Mais il faut aussi dire que le pauvre, à 3 la saison passée, il avait quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, d'une certaine manière, ces stats offensives, il faudrait presque les rehausser du fait de la qualité de jeu de 3 qui était vraiment pas bonne du tout. Donc ici, on a un graphique avec la comparaison avec Alexandre Lacazette. Bon, beaucoup pensent que Baldé sera en rotation de Lacazette. Moi, je pense qu'il va jouer avec Lacazette du côté droit ou du côté gauche d'ailleurs, pour revenir sur son pied droit. Moi, je préférais qu'il soit à droite pour faire des centres. Idem pour Nuama, je préférais qu'il soit à gauche, même s'il marque moins de buts. Notre buteur, ça reste quand même Alexandre Lacazette. Donc Lacazette est en bleu et Baldé en rouge. Donc vous voyez évidemment sur les actions décisives, Lacazette c'est top niveau, les actions décisives attendues, donc les XG, les X-Pass, évidemment il est meilleur. Par contre vous voyez à la finition, eh bien Baldé est un peu supérieur. Au niveau des duels défensifs, Baldé est légèrement supérieur à Lacazette. Au niveau du nombre de duels, là c'est plutôt Lacazette. Les actions offensives sur des passes reçues, la proportion de touches dans la surface, mais bon ça c'est quand même lié au jeu, on voit que Baldé est très présent. Course progressive et accélération, très très nettement supérieure, idem pour les dribbles réussis. Donc on a un joueur qui selon moi a vraiment plutôt la capacité de nous aider dans l'aile. C'est vrai que Lacazette c'est un finisseur d'exception, mais ça n'a jamais été un athlète d'exception, Lacazette, donc à 32 ans. On va dire il est quand même assez lent, il faut quand même le dire. Donc je pense qu'avec Baldé à droite et Nuama à gauche, on aura vraiment des très très bons pourvoyeurs. Puis évidemment Ryan Cherki en numéro 10, on aura des très très bons pourvoyeurs pour Lacazette. Alors Caleta-Car, lui, venait, on va dire, pour être une rotation dans la défense centrale, notamment du fait du départ de Ndiaye. Et malheureusement, le départ de Lukeba fait qu'il sera titulaire. Alors je dis malheureusement fait qu'il sera titulaire. Moi je trouve que c'était super de l'avoir en rotation. Mais bon, en titulaire, bon voilà. Alors après, on est une équipe qui vient de finir 7e, qui n'est pas très attractive pour les grands joueurs. Donc bon, au final, pour le prix, un douillet Caleta-Car, excusez-moi pour la moto, un douillet Caleta-Car, bon, c'est pas trop mal. Bon, c'est pas génial, mais c'est pas trop mal. Alors, Jake O'Brien, on ne sait pas. Alors, un grand dadais, très rapide malgré sa taille. J'avais vu vraiment des vidéos où j'avais été surpris par sa vitesse. Mais bon, la taille, la vitesse, c'est une chose. On n'est pas sur de l'athlétisme, ni du basketball. Il faut aussi savoir se servir de ses pieds. Laurent Blanc a dit que c'était un joueur qui était encore très vert, un mot gentil pour dire qu'il sait pas jouer. Mais bon, vu qu'on n'a plus personne en rotation, je pense qu'il va rester dans l'effectif. Là aussi, c'est un joueur recruté par John Textor, tout comme le suivant, Ansley Maitland-Niles. Alors bon, là aussi, joueur, on va dire, qui s'est totalement perdu dans sa carrière. Rappelons quand même qu'il a été international, qu'il a joué des matchs européens. Mais bon, que depuis, ça s'est mal passé pour lui. On l'a vu 2 fois. Une fois titulaire lors du dernier match et quelques minutes avant ça. Bon, joueur athlétique, sans aucun doute, mais bon, qui physiquement est encore vraiment à la ramasse. Ça va monter progressivement. Là, je pense que la trêve va lui faire du bien justement pour pouvoir retrouver ses qualités physiques. 25 ans, bon là aussi c'est pas cher, arrivé gratuitement.
Bon, si c'est une bonne surprise, ce sera un plus. Après, Laurent Blanc l'a décrit comme un joueur plutôt box-to-box. Or, il faut bien dire qu'on n'a pas vraiment de joueur box-to-box. Donc, il apporte un profil un peu différent dans notre effectif. Je dirais qu'il est un peu à l'image de l'ensemble de ses recrues. Hein, c'est des seconds, des troisièmes choix. Hein, faut pas se leurrer. Mais quand même, globalement, je trouve que certains aspects de ce qui me déplaisait dans l'effectif de la saison passée, c'est-à-dire le manque de taille, le manque de qualité athlétique, le manque de rotation, ces 3 points-là ont quand même été améliorés. Alors après, ça reste du foot, hein. Faut avoir des pieds, faut que collectivement ça prenne, il faut que les mecs soient motivés. J'ai entendu certains dire ah mais ce qui est bien c'est qu'on voit dans les vidéos ils ont la banane. Oui rappelez-vous Géfinho, il y a 6 mois il avait la banane. Hein. Aujourd'hui il est démoralisé totalement. Bon donc il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs et vous allez voir que ça rejoint un sondage que j'ai fait. D'ailleurs je vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation au sondage. Alors vous avez été 665 à ce moment à participer au sondage et en fait vous êtes un petit peu comme moi, hein, c'est-à-dire que majoritairement vous dites j'attends de voir les joueurs à l'œuvre, donc 38%. Vous êtes quand même 3% à trouver ce mercato très bon, alors j'avoue que je suis quand même un peu surpris. Alors peut-être très bon par rapport aux moyens alloués, hein, ça peut-être, mais bon très bon... moi, à la limite, les moyens alloués, je m'en fous. Hein. C'est le club et notamment la direction qui est responsable des moyens alloués. Donc, le mercato, il s'inscrit aussi dans une stratégie de la direction. Bon, 25%, donc on va dire, vous êtes 28% à penser que globalement, c'est plutôt pas mal. 26% à dire médiocre, 8% à dire nul, et donc 38% majoritairement à dire que on va attendre de voir ce que valent ces joueurs. Bon, globalement, si on additionne les médiocres, les nuls et ceux qui attendent, vous n'êtes pas non plus totalement hypé par ce mercato, mais il faut toujours en revenir à l'origine. Les sanctions de la DNCG, évidemment, ont largement plombé nos capacités de recruter. Alors avant de terminer cette vidéo, qu'on approche des 30 minutes, je voudrais faire 2 précisions, notamment par rapport au mercato de janvier. Je ne sais pas si les restrictions de la DNCG vont toujours s'appliquer au mercato de janvier. J'ai cru comprendre que non, mais je vais essayer d'en avoir la certitude. Il est certain que si on peut enfin utiliser les ventes de Lukeba, de Barcola, de Romain Fèvre, évidemment, on va pouvoir faire des ajustements très puissants au mois de janvier. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on pourra les faire la saison prochaine. Deuxième chose que je voulais dire par rapport au mercato du mois de janvier, vous le savez, et ça aussi je voulais annoncer en exclusivité France dès le mois de juin, Adrielson, donc le défenseur central de Botafogo, et Perry, le gardien de Botafogo, qui est devenu international, donc sont prévus pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. Allez voir dans l'historique de mes vidéos et vous verrez que je vous ai annoncé ça donc dès le mois de juin. Ces arrivées ne sont pas totalement garanties parce que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà Botafogo ne détient pas l'intégralité des droits de ses joueurs. Par exemple, pour Perry, je crois que Botafogo détient 70% puisque la multipropriété de joueurs existe dans ce pays. Et donc, Botafogo ne peut pas faire exactement ce qu'il veut. Textor ne peut pas faire exactement ce qu'il veut. Ce qui veut dire que pour le moment, Perry, donc qui est devenu international, sa valorisation est à peu près à 8 millions. Sur SofaScore, sur Transfermarkt, etc. Donc, Textor a proposé 8,5 millions pour Perry, donc vous voyez juste un petit peu au-dessus. Mais il faut savoir que si un club arrive et dit « je mets 20 patates sur Perry », eh bien Botafogo et donc Textor perd la main. Ils seront obligés de vendre le joueur au club le plus offrant. Idem pour Adrielson. Donc ne pensez pas que ces deux joueurs vont arriver de manière certaine. S'il y a des surenchères, alors je pense pas qu'il y en ait pour Adrielson, parce que bon, c'est quand même un défenseur central de petite taille, à 1m82, alors que Perry, lui, effectivement, fait une grande saison, mais c'est sa première grande saison aussi à 25 ans. Il faut savoir aussi que c'est un joueur qui a eu beaucoup de problèmes de poids. Je vous invite à aller voir des photos de Perry il y a 2-3 ans. On va dire, il était bien en chair. Il ressemblait un petit peu à Schmeichel qui a évolué à Monaco.
Et enfin, pour terminer, alors évidemment, je veux vraiment tous vous remercier puisque vous avez été très 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 nombreux à rejoindre le rang des abonnés cet été. Hein. J'ai commencé à 1000 au mois de juin, on est presque 1900 désormais. Et donc peut-être en route vers les 2000, hein. Il faut pas non plus être trop confiant, mais bon, j'espère qu'on va y arriver d'ici la fin de la saison. Il est sûr que la période de mercato est très propice. Et donc je voudrais dire quand même, alors je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui écoutent la vidéo à 30 minutes, mais bon, j'ai pas voulu vous embêter avec ça plus tôt. Mais il y a des gens dans les commentaires qui m'accusent carrément d'être un infiltré de Jean-Michel Aulas et d'être rémunéré, alors soit par Jean-Michel Aulas lui-même ou le cabinet 2017 pour dézinguer la tronche de John Textor. C'est vrai que je le fais très souvent. Et malheureusement pour moi, je ne suis pas rémunéré par ces gens qui sans doute rémunèrent très bien les influenceurs, mais avec moins de 2000 abonnés, je ne suis pas du tout un très gros influenceur. Ma parole intéresse ceux qui me suivent, mais ne vont certainement pas plomber la réputation de John Textor. Il se débrouille bien tout seul. Donc voilà, alors les grands partisans du complot diront oui, mais il va pas dire que si il est payé par Jean-Michel Aulas et par le cabinet 2017. Alors croyez-moi que si j'étais rémunéré par Jean-Michel Aulas, je me débrouillerais pour avoir une interview de lui en exclusivité sur la chaîne. Donc voilà, je voulais faire cette petite précision parce que j'avoue que ça m'a amusé quand on m'a accusé de ça. En fait, si vous critiquez Textor, vous êtes forcément pro Aulas. Donc voilà, c'est le raisonnement binaire des gens. Non, moi quand Aulas faisait des conneries, je disais qu'il faisait des conneries. Quand Textor dit qu'il fait des conneries, je dis qu'il fait des conneries. Je le fais pour le plaisir, parce que j'aime mon club, parce que ça me fait plaisir aussi d'échanger avec d'autres supporters. Vu ce qu'on vit depuis 3 ans, finalement, c'est pas si mal de ne pas être tout seul à souffrir dans son coin. Donc voilà cette petite précision. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à demain pour la présentation du match face au Paris Saint-Germain. Merci, au revoir.